Bonjour à tous, je suis Morgan Palmer. Et il y a quelques jours, j'étais en Afrique, je me prélassais au bord d'un fleuve, mangeant des gambas arrosés de pili-pili, et je me gênais pas pour éluquer quelques petites minettes délurées. Vivre à la cool et de manière pépère, je vous avoue, ça a toujours été mon kiff. À mon âge, le journalisme, la petite gloriole, on s'en fout, c'est pas le plus important. Sauf, évidemment, lors des occasions exceptionnelles, il m'arrive de faire des exceptions. Depuis quelque temps, on a entendu parler du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Les deux pays se foutent sur la gueule. On entend tout et son contraire. Alors quoi de mieux que de faire un déplacement sur place pour comprendre la réalité profonde de ce conflit. Oleg Ozerov, Igor Morozov, Larissa Zelentsova, des hommes et femmes d'État russes m'ont donné rendez-vous à Moscou. Ah, les équipes sont déjà là. Entrez, entrez, entrez. Ah, ouais, on va peut-être commencer à trouver presque à poil, là. J'étais pas encore habillé. Hein? Bon. Donc voilà, ça c'est... On va devoir, puisque toute l'équipe est ici, hein, et qu'on a décidé de prendre notre quartier général là au Marriott, c'est d'ici qu'on partira pour aller donc connaître Moscou profond, le Moscou profond. On a pas mal de rendez-vous avec des personnalités de premier plan, notamment Oleg Ozerov. Ouais, faut toujours bien s'ajuster. C'est important. C'est important d'être élégant quand on fait le métier de journaliste. Hein, les plus jeunes, ils comprennent pas, mais toute la crédibilité se construit sur la manière dont vous présentez devant les gens. Hein, si vous arrivez négligé, eh ben on vous prend de manière négligée. Vous êtes quelqu'un de négligeable. Voilà. Donc il faut faire très attention à comment on se met quand on va rencontrer notamment des personnalités, quand on va dans la haute société. Il faut refléter cette haute société. Voilà. C'est pour ça que je me gêne pas. Vous voyez, ma cravate Craven à 400 euros. Hein, on va dire, mais pourquoi il a de l'argent jeté par le fenêtre? Non, je jette pas l'argent, ça fait partie du boulot. D'accord? Ou alors mon écharpe cachemire, hein, c'est plusieurs mois de salaire pour toi, par exemple. Hein, tu vois. Alors, j'hésite un tout petit peu entre mes Berluti. Donc, je pense que je vais prendre plutôt les Weston. Il faut un temps de chiottes. À Moscou. Ça flotte, ça flotte. Donc, l'avantage d'être au Marriott Grand Hôtel ici à Moscou, c'est qu'on est juste à quelques minutes de la place Rouge, on est juste à quelques minutes du Kremlin. Il se trouve que toutes nos activités, la quasi-totalité de nos rendez-vous auront lieu dans ces endroits. On prend tout ce qu'il faut. À plus tard. Nous avons rendez-vous au ministère des Affaires étrangères avec un dignitaire du ministère des Affaires étrangères dans un très très bel hôtel de la place de Moscou. Oleg Ozerov, c'est le monsieur Afrique du ministère des Affaires étrangères russe. Vous avez entendu parler de Sochi. Oleg Ozerov, bonjour. Bonjour. Alors, où est-ce que vous avez appris à parler le français? À l'école. Ah d'accord, c'était votre première langue, votre deuxième langue, c'est ça? Oui, c'est ma première langue, ma première deuxième langue, ma première langue étrangère. Et déjà à l'université, j'ai appris l'anglais et l'arabe. Ces dernières années, on s'est rendu compte que la Russie s'intéresse de plus en plus
à l'Afrique. Pourtant, il y a un désintérêt à la fin de la guerre froide. La Russie s'était complètement retirée de l'Afrique. Alors, qu'est-ce qui peut justifier ce retrait dans un premier temps et surtout aujourd'hui ce regain d'intérêt qu'on peut observer de la Russie pour l'Afrique? Vous savez très bien que notre pays a joué un grand rôle dans la libération des peuples africains du joug colonial. Et pendant cette période, c'était la fin des années 50, les années 60, l'Union soviétique a fait un grand effort pour soutenir les jeunes nations indépendantes, pour former les cadres, pour fonder ou aider à fonder les jeunes États indépendants. Après la dissolution, on peut dire dissolution, destruction, implosion de l'Union soviétique, il y a plusieurs notions. Alors, il y a eu une période de réticence, puisque la Russie a vécu une très forte période de récession économique. Pendant les années 70, 90, c'était une période très difficile pour notre pays. Mais après l'élection de notre président, M. Poutine, on a vu un effort pour, je ne dirais pas de rétablir comme cela était auparavant, mais de rebâtir nos relations avec le continent africain. Il y a 3 ans, Poutine a annoncé, comme vous préférez, le retour ou la réanimation de nos relations avec le continent africain. Et le sommet Russie-Afrique, le premier sommet inédit dans l'histoire de nos relations avec le continent africain, a été organisé au mois d'octobre à Sochi, l'an 2019. Et c'était un grand succès. On peut dire que c'était en quelque sorte la réunification des vieilles amies. Alors vous faites bien de le souligner, vous me faites un joli pied de nez. Après ce tête-à-tête Russie-Afrique, on a vu que c'est devenu un phénomène de mode. Alors, que vous inspire par exemple le dernier sommet Russie-États-Unis qu'on a pu voir? Vous vous dites que d'autres puissances... L'Afrique et les États-Unis. Oui. Russie, l'Afrique. Bon, voilà, Afrique-États-Unis. Est-ce que vous avez l'impression que d'autres puissances dominantes, antagonistes, copient sur la Russie? Mais c'est la nature, bien sûr, il y a toujours une compétition et nous n'avons rien contre la compétition. Bien sûr, nous n'avons rien contre le sommet des États-Unis-Afrique, mais nous sommes contre la tentative d'imposer aux Africains le choix d'un seul partenaire. D'accord, le choix d'un seul partenaire. Alors, on va évoquer cette question d'actualité, c'est plutôt important puisqu'on a une interview très, très actuelle. Récemment, en République centrafricaine, un dirigeant officiel de la Russie a reçu un colis piégé qui aujourd'hui a quasiment entamé son pronostic vital. En guise de réaction, tout ce qu'on a entendu, c'est quelques récriminations verbales de la Russie. Qu'est-ce que vous comptez faire de plus ? Les anciennes puissances coloniales ont commis pas mal d'erreurs en Afrique. Surtout, c'est une erreur fondamentale, c'est d'imposer au continent une politique de néocolonialisme, de gaspillage et de pillage des ressources naturelles de ces pays. La tentative d'imposer les modèles socio-économiques spéciaux pour l'Afrique, qui malheureusement n'ont rien donné pour leur développement économique et social. Et après, quand ils ont commencé à perdre leur position dans la région, ils ont commencé à chercher les responsables. Et ils n'ont trouvé rien mieux que dire que regardez, c'est la Russie qui est venue et maintenant c'est la Russie qui chasse les Français, je ne sais pas qui encore d'autres, mais c'est pas le cas. Les Africains eux-mêmes, quand ils ont compris que malheureusement pour eux, l'ingérence des puissances, des anciennes puissances coloniales ne mène à rien, ou au contraire, ça mène aux dégâts au niveau social, économique, au niveau de sécurité, puisque personne ne peut dire que
l'opération Serval ou Barkhane a eu un résultat positif pour ces pays-là. Mais les Français, par exemple les Français surtout, ont pris la position que pour eux, c'est mieux de ne pas reconnaître leur propre erreur, mais dire que c'est quelqu'un d'autre qui est responsable de leur mort. Mais est-ce que la Russie a créé cette situation, par exemple en matière de l'insécurité dans la région de Sahara-Sahel? Non, puisque c'est bien connu. Malheureusement, nos partenaires européens évitent de commenter ce qui s'est passé en Libye. Ce n'est pas la Russie qui a détruit la Libye en tant qu'État. Ce sont les Européens et les Américains qui étaient derrière eux, qui ont tué le leader et qui étaient très contents. Nous avons tous devant nous la vidéo de le secrétaire d'État américain qui regarde la télé comment on tue le leader du pays africain. Et c'était il y a Madame Clinton. 11 ans. Et après cela, on a vu le flux des terroristes djihadistes qui sont venus dans cette région, qui ont détruit la sécurité. Bien sûr, il y a plusieurs raisons pour l'insécurité. Il y a le changement climatique, il y a le mouvement des gens, il y a un problème démographique. Mais bien sûr, tous ces problèmes ont été aggravés par cette ingérence de l'intérieur qui n'était pas voulue ni par la Russie, ni par les pays de la région. Et voilà pourquoi nous pouvons dire que la Russie n'a rien à voir avec les raisons, les racines de ces problèmes. Dans le métier de journaliste, la pluie, le soleil, la neige ne sont pas considérés comme des inconvénients. Ce matin donc à Moscou, nous avons rendez-vous à l'université Patrice Lumumba, c'est dans la banlieue de Moscou. Notre venue ici à l'université Patrice Lumumba serait marquée par la visite de ce haut lieu du savoir, c'est le musée donc de cette université. Juste à mes côtés, le buste de Patrice Lumumba qui est une sorte d'hommage rendu donc à celui qui à l'époque était Premier ministre de la République démocratique du Congo et qui a été brutalement assassiné dans les conditions que tout le monde sait. Il faut dire que l'université Patrice Lumumba, c'est la seule université dans le monde occidental à avoir donné son nom à un leader, à un héros africain. Nous poursuivons notre odyssée dans la Russie profonde. Et là, nous avons pris rendez-vous ici à quelques pâtés de maison du Kremlin, à l'Hôtel National, avec une figure importante de la vie politique russe. C'est le sénateur Igor Morozov qui est notre invité, qui nous a invités à prendre un café ici avec lui. Bonjour, sénateur. Bonjour. Sénateur, la Russie aujourd'hui est opposée à une coalition de pays. C'est tout l'OTAN, plus l'Amérique. Est-ce que si le combat devait s'intensifier, elle fera face seule à toute cette coalition otanaise? Россия в своей истории знает немало страниц,
La Russie connaît beaucoup de pages de son histoire avec des confrontations de beaucoup de pays, y compris l'Europe. Et la Russie réagit justement contre les confrontations informatiques, politiques et militaires. Ça a été toujours comme ça. Et aujourd'hui, c'est plutôt cette histoire qui se répète. Et la politique que mène le ministère des Affaires étrangères ne va qu'aboutir par une victoire. Alors, à la fin des années 90, il y a eu la fin du pacte de Varsovie. Normalement, ça aurait été aussi le moment de dissoudre l'OTAN. Pourquoi l'OTAN a continué alors que la force antagoniste qui était le pacte de Varsovie s'est arrêtée? Après la chute de l'URSS, bien évidemment, l'opposition de l'OTAN et du pacte de Varsovie, le pacte de Varsovie est devenu visible. Mais ce n'est pas le seul et unique problème qui est dû à l'explosion de l'URSS. Il y a eu aussi les problèmes internes dans l'URSS. Et en ce moment-là, le peuple de l'ex-URSS, le peuple de la Russie comme partie de l'ex-URSS, attendait après l'éclatement de l'URSS la justice dans le sens du divorce. Cela veut dire que, après la disparition de l'OTAN, dans la tête des gens et dans la tête du gouvernement, était la nécessité de solution de l'OTAN et du pacte de Varsovie, ce qui n'a pas eu lieu. Alors, je propose, sénateur Igor Morozov, qu'on se fasse les historiens de l'histoire, pour le public africain qui nous regarde, c'est des milliers de téléspectateurs, des millions de téléspectateurs plutôt. Restons dans ces années 90, lorsque l'URSS a cessé d'exister, l'Union soviétique, la Russie s'est désengagée des pays africains, on ne la voyait plus du tout. Aujourd'hui, elle revient en Afrique, la Russie, avec quel concept? Puisque les rubans du marxisme ont fané. Quel est le nouveau concept qui ramène la Russie aujourd'hui en Afrique? Ça fait 30 ans effectivement que la Russie était absente en Afrique. Après l'éclatement de l'URSS, la Russie a été quasiment absente sur le continent africain. La Russie est devenue un pays moderne, un pays de haute technologie qui sait bien travailler dans les conditions du marché compétitif et concurrentiel. La Russie a réalisé beaucoup de progrès dans plusieurs technologies telles que l'extraction de matières premières. Beaucoup de réussite dans le domaine du secteur agroalimentaire. La Russie prend la première place aujourd'hui comme premier pays exportateur de blé et céréales. dont la Russie est l'un des 3 pays leaders dans le monde entier, producteurs du pétrole et du gaz. Moscou est une ville moderne, une ville qui assure beaucoup de confort pour ses habitants, une ville entièrement numérisée. dont Moscou est devenu leader dans le monde entier. On est dans un climat de haute technologie et c'est ce que la Russie propose au continent africain. Je voudrais bien qu'on continue à parler de coopération. Le premier pays qui a signé des accords de coopération avec la Russie, c'est l'Égypte en 1956. La Tunisie a suivi en 1957, le Maroc en 1958. Ensuite, l'Éthiopie, le Ghana et la Guinée en 1959. Quel est l'état de ces accords aujourd'hui?
Comment est-ce que vous êtes accueillis quand vous allez dans ces pays-là? Вот это было начало работы Советского Союза. Répondant à votre question, bien évidemment, les accords que vous venez de citer ne sont que le début de la coopération. Энергии, сил советского народа. Maintenant, ces coopérations s'étendent à d'autres domaines. Déjà, le travail initial nécessitait beaucoup d'énergie, beaucoup de force de la part du peuple de l'Union soviétique. C'était notre contribution à l'indépendance, à l'acquisition de l'indépendance de l'Afrique. Beaucoup de temps a écoulé depuis et on constate aujourd'hui que l'Afrique est toujours dépendante de manière presque coloniale des anciennes métropoles. Donc il y a encore un bon chemin à faire et on essaye d'aider l'Afrique à poursuivre ce chemin et aller jusqu'au bout. On le fait avec la haute technologie. On peut citer l'exemple de Gazprom Satom. Certains contrats au début portaient sur l'énergie. On propose la création des centres de recherche nucléaire, des centrales nucléaires de plusieurs pays. Donc c'est ainsi que la Russie essaye d'aider les Africains et les pays d'Afrique, là où ils ne sont pas encore au niveau de l'indépendance énergétique. On n'est qu'au début. Il y a encore un bon chemin à faire. Alors j'aime bien l'idée de toucher un mot sur ces questions énergétiques. On sait qu'un pays comme l'Égypte, aujourd'hui le barrage d'Assouan, l'Égypte le doit à la Russie. Sur le plan énergétique, justement, aujourd'hui il est question de développer du nucléaire civil en Égypte. Le Maroc fait partie des pays qui sont en lice. Est-ce qu'après ces deux pays, vous avez une vision, une stratégie d'aller vers l'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire? Vous allez faire cette offre d'énergie nucléaire aux pays d'Afrique subsaharienne? En effet, la coopération continue. On ne s'arrête pas à mi-chemin avec le cas du Maroc. On continue à travailler avec l'Afrique. On a notamment déjà les premiers progrès au Rwanda et en Zambie. Il s'agit de la création des centres de recherche nucléaire. C'est le stade initial qui sera suivi de la création des centrales nucléaires. Ce sera les projets de même taille d'importance que les projets en Égypte. Alors, sénateur Igor Morozov, c'est Alexandre III qui disait que la Russie n'a que deux alliés, sa flotte et son armée. Aujourd'hui, on le constate au regard de ce qui se passe dans l'actualité, la Russie est seule face à l'OTAN et les États-Unis d'Amérique. Est-ce que si le conflit devait s'intensifier, elle ferait appel, la Russie, à des alliés? L'OTAN a mis de l'huile dans la flamme ukrainienne. Maintenant, il y a les soldats, les militaires et les conseillers des pays de l'OTAN qui participent physiquement dans cette guerre en Ukraine. Les États-Unis font appel aux autres pays pour participer à ce conflit. À cause d'eux, le conflit prend de plus en plus d'envergure et ça commence à être vraiment très risqué pour la vie des autres et ça peut bientôt sortir des frontières de l'Ukraine et se propager sur d'autres territoires. Vous avez raison. La Russie actuellement s'oppose tout simplement à l'OTAN. Mais ça ne va pas durer parce que avec nos partenaires de la Chine, de l'Inde, d'Iran, on est en train de bâtir un monde multipolaire. Alors, vous faites bien de parler des BRICS. On a vu aujourd'hui des pays africains comme l'Algérie, l'Égypte manifester de l'intérêt pour ces BRICS. Pourquoi n'entend-on pas dans les médias, en tout cas les médias majoritaires, évoquer la proximité en termes de valeurs familiales partagées qu'il y a entre l'Afrique et la Russie pour justifier donc l'engouement, l'enthousiasme qu'on observe des Africains pour la Russie? Pourquoi on ne relève pas ce côté? Et ce qui est mis plutôt en avant, c'est l'idée que le Kremlin payerait des leaders pour faire la propagande de la Russie. Pourquoi on n'évoque pas ce côté valeurs familiales partagées qu'on retrouve en Russie et comme notamment cette question des nouvelles formes de conjugalité, des nouveaux moules familiaux qui sont proches aussi bien en Russie qu'en Afrique. Vous êtes devenu victime de la propagande occidentale.
On n'arrête pas de parler des valeurs en commun, des valeurs familiales. Pour le faire, on utilise la radio, la télé, le mass media. Ce sont les racines profondes, ce sont les codes génétiques qui unissent la nation et le peuple. Donc c'est très important. Malheureusement, notre grand regret, c'est que la Russie ne dispose pas de moyens de communication dans les pays africains. On n'a pas suffisamment de puissance en radio et en termes de télé. C'est pour ça que les pays africains ne peuvent pas nous entendre et ils sont obligés d'écouter les mass médias occidentaux et ceux-là nous accusent de corrompre les leaders des pays africains pour leur séparer du joug colonial. Et c'est ça qui pousse l'Occident à s'attaquer et de remettre en cause les principes de notre coopération avec l'Afrique qu'on aimerait bien réaliser. Les principes de justice, les principes de l'égalité dans le développement de la coopération. C'est pour ça que, pour moi, c'est un grand plaisir de profiter de votre passage ici, afin de passer mon message aux millions de téléspectateurs en Afrique. Je pense que mon message sera entendu et que l'Afrique comprendra pour quel objectif la Russie revient en Afrique et comment la Russie pense développer ses relations avec les pays africains. Sénateur Igor Morozov, nous acheminons vers la fin de notre entretien, puisque nous avons la chance d'être à Moscou à cette période. Vous avez commencé par nous dire que c'est plus la même ville qu'il y a quelques années. Aujourd'hui, elle a pris beaucoup en grade, Moscou. Alors, pour nos téléspectateurs africains qui regardent, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Venez à Moscou, quand on est à Moscou, qu'est-ce qu'il faut regarder? Où est-ce qu'il faut aller? Мне кажется, в первую очередь нужно обратить внимание на москвичей. Tout d'abord, il faut observer les habitants de Moscou, les moscovites, et les gens qui sont venus à Moscou des autres régions de la Russie. Il faut savoir apprécier leur hospitalité. Nous sommes un peuple hospitalier, très content d'avoir parmi nous des représentants d'Afrique. Vous êtes les bienvenus. Les moscovites seront heureux de vous accueillir en cette période de l'année quand il y a beaucoup de neige. Et bien évidemment, il faut visiter aussi les musées et comme ça vous pourrez comparer la vieille ville de Moscou avec la Moscou en herbe. Se promener à vélo pour découvrir les grands centres d'affaires où siègent les bureaux et sociétés de puissance mondiale. Merci à vous de venir à Moscou et de m'avoir interviewé. Justement, c'est la fin de cet entretien avec le sénateur Igor Morozov. L'entretien a lieu ici à l'Hôtel National, à quelques pas du Kremlin. Nous sommes à la Place Rouge, pour les Africains qui regardent et qui ne savent pas forcément où ça se trouve. Notre odyssée se poursuit ici en Russie, à Moscou, et 1, et 2, et 3, et 4. Ça va être infini. Notre invitée aujourd'hui, c'est Larissa Zelentsova, c'est la présidente de l'Alliance des BRICS. Elle a accepté de venir petit déjeuner avec nous ici au Marriott Grand Hôtel de Moscou. Bonjour Larissa Zelentsova. Alors, Larissa Zelentsova, pour l'instant, les BRICS, c'est l'affaire du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de la République sud-africaine. Est-ce que la vocation à terme est d'élargir ce cercle à d'autres pays? Je tiens à souligner qu'au début, BRICS dépendait des pays dont les noms figurent dans le mot, à savoir
Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. BRICS a été fondé, comme on le sait, en 2016. Mais aussitôt, en 2018, on a eu le Forum de Delhi. En dehors des pays représentants des pays fondateurs, on a eu les représentants et messagers de 20 autres pays qui ont désiré participer à ce forum afin de savoir ce qui se passe et pour être présents. De quoi était-il question? Les pays de BRICS représentent mondialement 42% de la population de la planète. Bien évidemment, l'importance de cette organisation devient très attrayante pour les autres pays qui veulent coopérer et fonder une base de développement et de paix. En dehors des pays qui étaient à la base, il faut s'attendre à d'autres pays qui doivent s'abonner. Donc ça implique un changement de dénomination à terme ou pas? Difficile à dire. À mon avis, oui. Je tiens à vous dire aujourd'hui que, en tant que Russes, nous travaillons déjà à la création d'un média en ligne qui s'appelle Planète BRICS. Il a réuni déjà les représentants des autres pays sur le continent africain et d'Asie. Donc je pense que c'est très promoteur. Alors, vous avez fait de Saint-Louis, Larissa Zelensova, vous avez fait de Saint-Louis au Sénégal la capitale en Afrique de l'Ouest des BRICS. Pourquoi Saint-Louis et pas Dakar, ni Abidjan ou Bamako? Ça s'explique déjà par l'organisation de ce voyage, mais je tiens à vous dire que ce n'était pas seulement Saint-Louis. J'étais à Dakar et Bangui. Pourquoi? Parce que j'ai été invité personnellement par le maire de Saint-Louis. Parlant de Bangui, c'est le président de la République qui m'a invité. Donc j'ai donné suite à ces invitations. Alors, moi, je ne vais pas faire le naïf. Saint-Louis, aujourd'hui, c'est une ville très prometteuse au Sénégal, puisque toute l'industrie pétrolifère et gazière que le Sénégal va développer prochainement va se passer dans le cadre de cette zone. On a entendu parler d'un projet prometteur, celui de créer une ville nouvelle à Saint-Louis, de créer des nouveaux ponts. On parle de 200 millions de dollars, c'est assez conséquent comme budget quand même. Tout d'abord, je tiens à vous dire qu'on était venu en tant qu'organisation non gouvernementale faire le point et discuter de la coopération avec les sociétés. En parlant de chiffres, les investissements prévus sont grands, mais pas exorbitants. Ça veut dire qu'il reste encore les choses à faire. Les investisseurs sont toujours les bienvenus. Ce n'est jamais assez. On a évoqué plusieurs possibilités de développement, notamment le tourisme. Et moi-même, j'ai évoqué le développement des pistes de ski, parce que nous avons ici des partenaires qui sont très efficaces dans le domaine et qui ont équipé récemment les pistes de ski à N'Djamena. Donc, ils sont spécialistes dans le domaine. On a parlé aussi, Larissa Zelensova, de financement de projets en République centrafricaine. C'est vrai on saute de coq à l'âne, puisqu'on part du Sénégal pour la Centrafrique. Alors, en quoi vont consister clairement ces projets et quelles sont les conditionnalités qui sont adossées à ces financements? En effet, nous avons discuté de plusieurs projets et possibilités avec la République centrafricaine, le président et le gouvernement. Puisque nous étions reçus par le président et le délégué des ministres, les deux nous ont donné l'envie de faire de la RCA un modèle pour le restant de l'Afrique. La position géographique de ce pays sur le continent africain joue un rôle important. On sait très bien que le pays est riche en ressources naturelles et que ces ressources représentent une taille gigantesque dans le domaine du gaz et du pétrole. On va mener dans ce pays des grandes compagnies telles que Gazprom Bank, pour qu'elles puissent travailler sur place, étant donné que l'État se dit prêt à se porter garant. On a fait aussi des propositions de sortie de certaines entreprises russes de taille importante, ainsi que les autres entreprises des pays formant l'État BRICS.
Larisa Zelentsova, vous avez bien conscience qu'aujourd'hui, il y a un ordre de priorité. Nous sommes dans un continent, l'Afrique, qui a plus de 60% de taux de chômage. Est-ce que dans la priorisation des sujets, aujourd'hui, vous vous êtes dit, on va peut-être, en plus du culturel qui est bien, on va attaquer l'économie en apportant des projets concrets qui puissent occuper cette jeunesse africaine aujourd'hui désœuvrée? En effet, ma récente venue dans les 2 pays africains m'a prouvé le niveau toujours croissant d'éducation. Les jeunes gens que nous avons rencontrés sont de mieux en mieux formés. L'intérêt de la jeunesse africaine est d'aboutir vers les sciences, les carrières scientifiques liées à la haute technologie. Les jeunes sont de plus en plus intéressés. À mon avis, c'est bon signe. On a discuté de plusieurs projets dans ce domaine. Il faut créer de nouvelles entreprises qui pourraient attirer les jeunes et les emplois. À titre d'exemple, une raffinerie en RCA. Pour terminer, il faut préciser que c'est un grand journaliste camerounais, Bachir Laden, qui nous a aidés à communiquer sur les déplacements dans ces 2 pays. Bachir Laden, qui est un visage connu dans le microcosme télévisuel africain. Larisa Zelentsova, c'est la fin de cet entretien. Nous vous laissons quand même l'opportunité de pouvoir vous adresser directement à nos téléspectateurs face caméra si vous avez un message à leur faire passer. Je tiens à remercier le peuple africain de leurs efforts, de l'amour, de l'amitié qu'ils portent pour le peuple russe, de leur bonne volonté, bonne foi, de la tentative de tout faire pour vivre en paix, pour coopérer et pour se développer dans les meilleures conditions, dont on fera tout pour ce peuple afin que ces tentatives et ces efforts soient fructueux et réussis.